Dans cette présentation, nous allons faire une petite introduction à la programmation orientée objet, la programmation orientée objet en C#. C'est une petite introduction dans laquelle on va voir la notion de la classe et la notion de l'objet. Alors, la programmation orientée objet, c'est une méthode de programmation qui est basée sur l'évolution des objets. On crée un objet et puis après on va créer un autre objet qui va hériter ses fonctionnalités et qui va l'améliorer. Puis après on va créer un troisième objet qui va hériter le deuxième objet et qui va l'améliorer et ainsi de suite. Les choses qui ont été développées dans les objets antécédents ne seront plus redéveloppés dans les objets descendants. On ne fait que améliorer et ajouter des fonctionnalités. Comme ça, on gagne en temps de programmation et on gagne en partage des objets. Je développe quelque chose, alors d'autres personnes dans la même équipe, ils peuvent les utiliser pour développer d'autres objets qui sont basés sur mes propres objets à moi. Donc c'est une notion de programmation qui permet de gagner le temps de programmation et de partager aussi les objets déjà programmés pour les améliorer et pour les rendre, c'est ce qu'on appelle du développement. Okay? Donc dans la programmation orientée objet, on parle des classes et on parle des objets. Qu'est-ce qu'une classe? Une classe, c'est un modèle, c'est une définition. Donc c'est le code qui va décrire le fonctionnement et le comportement et le contenu d'un objet. Un objet, comment il se comporte, qui c'est qui va décrire ce comportement? C'est sa classe. C'est comme si on va dire que le catalogue de la voiture est une classe, la voiture elle-même, c'est un objet. Quand je vais acheter une voiture, en fait, je veux sortir avec un objet. Je vais payer la voiture et j'aurai un objet que je vais conduire. Mais avant d'acheter la voiture, je vais voir les catalogues du concessionnaire qui fait la vente des voitures. Donc là, je vais voir les modèles et je vais choisir quel modèle. Donc le modèle, je vais voir sa puissance, je vais voir son type de carburant, je vais voir le nombre de ses cheveux, je vais voir son moteur, je vais voir le nombre des portes, je vais voir toutes les propriétés et je vais être satisfait par un modèle précis. Et c'est ce modèle-là que je vais acheter parce que moi j'ai besoin de ce modèle-là. Jusque-là, je parle de la classe. Mais une fois la voiture est achetée, là j'ai mon objet entre les mains et je vais pouvoir l'utiliser. Je vais pouvoir conduire ma voiture, je vais pouvoir la garer, je vais la démarrer, je vais accélérer, je vais freiner. Donc je vais commencer à utiliser mon objet. Donc l'objet, c'est quelque chose de palpable. C'est quelque chose que je peux toucher. C'est quelque chose que je peux utiliser. Par contre, la classe, c'est un modèle. C'est une description du fonctionnement et du comportement des objets futurs qui vont être instanciés. Là, j'utilise le terme instancié, qui vont être créés à partir de cette classe. Donc, pour pouvoir mettre la lumière sur toutes ces notions, je vais créer un projet sur Visual Studio 2010, mais je ne vais pas créer un projet Windows, je vais créer un projet console. Le projet console, ce sont des applications qui tournent en mode ligne de commande. Okay? On ne va pas entrer dans les complexités des interfaces Windows, on ne va travailler que sur les lignes de commande pour bien maîtriser ces notions. Puis après, on va voir comment on va utiliser les objets et la programmation orientée objet dans des environnements plus développés tels que les applications Windows ou les sites web ou même sur les smartphones parce que c'est les mêmes technologies. Je vais donner un nom à mon application. Donc, je vais l'appeler gestion client par exemple. Donc, il a été créé dans ce répertoire. Et je lance mon application. Très bien. Donc là, sur mon explorateur Windows, j'ai mon programme principal. Donc, en fait, c'est une classe qui contient la procédure main
qui ne retourne rien. Entamer l'utilisation des classes et l'instanciation des objets, je vais voir comment faire exécuter une application console et je vais tout simplement écrire bonjour sur la fenêtre de l'exécution. Donc je vais écrire console.writeLine. WriteLine, il permet d'écrire une chaîne de caractères avec retour à la ligne et je vais écrire bonjour. Là, bien sûr, il ne faut pas oublier point virgule. Quand je vais exécuter l'application, on remarque que l'application, elle a démarré et elle s'est arrêtée directement. Pourquoi? Parce que je n'ai pas mentionné ici quelque chose qui bloque l'exécution. Donc, le programme commence, l'exécution commence par cette classe, il trouve la méthode main, il exécute cette instruction, il trouve la fin, il sort et il arrête le programme. Donc, on remarque qu'il y a l'exécution, mais puis après, l'application s'arrête. Donc, on va faire une lecture d'une touche. Ok? Donc console.readkey. Readkey, c'est une méthode qui ne contient pas d'argument. Voilà, maintenant on remarque que l'exécution est effectuée et que le programme a été bloqué. Il attend que l'utilisateur touche quelque chose sur le clavier pour qu'il s'arrête. Voilà, très bien. Maintenant, je vais créer une première classe qui s'appelle client. Je vais créer une première classe qui s'appelle client. Donc, je viens ici et je vais ajouter une classe. Ok, je vais ajouter une classe. Donc, je lui donne un nom et je l'appelle client. Normalement, les conventions de nomination des objets, il faut commencer toujours par des majuscules. Une classe commence toujours par majuscule. Les variables commencent toujours par minuscule et le deuxième mot dans une variable, par exemple j'ai une variable qui s'appelle nom client, n de nom sera minuscule, c de client sera majuscule. Ce sont des conventions de qualité de programmation. Donc là, j'ai ma classe qui s'appelle client, qui fait partie de l'espace des noms, c'est mon projet en fait, gestion client. Ok, c'est le package, c'est ce qu'on appelle le package. Donc la classe client, son code sera développé entre ces deux accolades. Très bien, ma classe est créée, je peux l'utiliser, même s'il ne contient rien. Je peux venir dans mon programme main et déclarer un objet de type client. Et je vais faire client. Donc client maintenant c'est un type. C'est comme si je vais écrire string. C'est un type. D'accord? Donc client C1 par exemple égale new client. Point virgule. Donc C1 c'est un client. Et par la suite, je vais pouvoir commencer à travailler avec C1, mais pour le moment, je ne peux rien faire avec C1. Pourquoi? Parce que C1 ne contient ni propriété, ni méthode. Il n'a pas de méthode, il n'a pas de propriété. On va lui faire une première méthode. Je vais commencer par les méthodes. Donc une méthode, c'est quoi? C'est une fonction ou une procédure que je vais demander à un objet client de réaliser. Donc c'est une action que le client va faire. Ça s'appelle méthode. Par exemple, donc public void salutation. Donc la méthode salutation du client ne retourne rien et elle est publique. Qu'est-ce que je veux dire par public? Elle est visible de l'extérieur. Il ne faut pas être à l'intérieur de la classe pour l'utiliser. Ça s'appelle aussi, ce terme, on l'appelle l'encapsulation. Je vais revenir là-dessus par la suite parce qu'il y a trois termes qui désignent le niveau de la visibilité du contenu de la classe. Il y a public, il y a private, privé, et il y a protected, ou protégé. Dans Java, il y a aussi friend, mais ici, il n'y en a que trois, il n'y a pas quatre. Donc, salutation, qu'est-ce qu'il fait? Il fait console.
write line, bonjour. Ça, c'est le rôle de salutation. Dans mon programme, C1 est un client. Si je fais C1 point, je trouve ici que l'IntelliSense de Visual Studio me propose la méthode salutation, qui est une méthode publique de la classe client. C1 point, salutation. Si je fais comme ça, je vais rien voir. Attention, si je fais comme ça, si, c'est bon, excusez-moi. Si je fais comme ça, je vais voir bonjour, parce que ici j'ai utilisé console.writeLine. Donc je vais exécuter mon programme et je vais voir bonjour. Mon programme crée une instance qui s'appelle C1. Donc mon objet, j'avais parlé tout à l'heure de l'objet, mon objet a le nom C1. Donc mon objet, c'est un objet qu'on peut toucher et qui a une masse dans la mémoire de l'ordinateur. C'est une instance dont le comportement est décrit dans la classe client. Donc là, c'est la classe client qui a décrit le comportement de tous les objets de type client, dont C1 fait partie. Quand je vais demander C1.salutation, il va écrire. Normalement, dans la programmation, il ne faut pas faire comme ça. Il faut faire retourne et il faut remplacer void par string. Comme ça, ma méthode salutation retourne une chaîne de caractères. Et cette chaîne de caractères, dans mon cas, c'est bonjour. Mon programme, il va appeler C1.salutation. Donc C1.salutation, maintenant, ce n'est plus une procédure vide. C'est une fonction qui reçoit une valeur. Cette valeur, qu'est-ce qu'il va en faire? Pour le moment, on n'en fait rien. Ce qui fait, je ne vais rien voir sur mon ordinateur, sur mon exécution. Pourquoi? Parce que C1.salutation, il a reçu bonjour, mais il n'a rien fait avec. Donc, on va lui demander de faire quoi? Console, excusez-moi, je dois arrêter le programme. Console.writeLine. Donc là, c'est majuscule, writeLine et W majuscule. C'est un point salutation. Donc là, il va écrire le résultat de l'exécution de cette méthode salutation de C1 qui a reçu bonjour et qui l'a affiché. Donc là, c'est une méthode sans paramètres. On va voir une méthode avec des paramètres. Je vais faire ici comme quoi salutation reçoit une langue. Ok? Et dans mon programme, je vais déclarer une variable L et je vais faire if langue égale fr. Alors, L égale bonjour. Normalement, il fallait utiliser switch, mais bon, c'est pas grave. Si c'est en anglais, hello. Si c'est en espagnol, hola. Si c'est en arabe, salam. Et je vais retourner le L. D'accord? Donc maintenant, mon client, lorsqu'il va appeler salutation, il doit préciser la langue qu'on va utiliser. Donc si je fais ES on l'avait écrit avec minuscule, c'est important de voir. Donc le E était majuscule. Donc, excusez-moi, j'ai fait une bêtise. Donc là, qu'est-ce que j'ai retourné? L entre guillemets. Il fallait faire L, la variable. Donc là, donc c'est quoi le problème maintenant? Il me dit que L n'a pas été assigné. Pourquoi? Parce que sa valeur, elle est affectée dans les if. Peut-être qu'aucune if
ne sera exécuté. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais l'initialiser. Je vais l'initialiser par le vide. Voilà. Très bien. Donc là, je l'ai appelé avec ES. Il m'a fait Ola. Je vais l'appeler avec AR. Et il m'a écrit ici les lettres parce que c'est la langue arabe. Je ne l'ai pas installé sur Windows. Et si je fais AN, il va me dire hello. Et bien sûr, en français, ça va me donner FR. Donc, nous avons vu jusqu'à maintenant comment écrire une méthode avec void, comment écrire une méthode qui retourne quelque chose et comment faire passer les arguments et les exploiter à l'intérieur d'une méthode. Nous allons voir maintenant les propriétés d'un objet, ce qu'on appelle les champs. Donc, je vais créer pour un client donné public string nom, public string prénom et public int âge. Donc là, ce sont les propriétés d'un objet client qui sont de type public. Ça s'appelle les champs de la classe client. Donc maintenant, sur C1, je peux, et vous allez voir comme quoi il y a une petite différence entre la présentation des méthodes et la présentation des champs. Donc, âge, c'est un champ, nom, c'est un champ, prénom, c'est un champ, salutation, c'est une méthode. Donc, point nom égale Kamel, C1 point prénom égale Mohamed, C1 point âge égale 22. Ok? Et je peux maintenant les exploiter. Console.writeLine C1 point nom. Donc les valeurs que j'ai assignées aux propriétés de l'objet C1, ils sont stockés dans leur zone mémoire, à l'intérieur de l'objet C1. Et je peux les exploiter par la suite. Bien sûr, je vais pouvoir les enregistrer, je vais pouvoir ce qu'on appelle la sérialisation, les sérialiser, je vais pouvoir les imprimer, je vais pouvoir les utiliser tels que je le souhaite. Ils sont emmagasinés à l'intérieur de l'objet C1. Mais le fait d'exposer les champs, c'est un peu risqué parce que l'utilisateur, il peut écrire ce qu'il souhaite à l'intérieur des objets, à l'intérieur des propriétés des objets. C'est pour ça qu'on fait ce que j'avais appelé tout à l'heure l'encapsulation. Alors l'encapsulation réside à quoi? C'est de masquer les champs pour les protéger et utiliser ce qu'on appelle les accesseurs. Qu'est-ce que ça veut dire des accesseurs? Ce sont des méthodes set pour écrire dans le champ et la méthode get pour lire le contenu d'un champ. Ok? Donc, l'encapsulation, c'est quoi? C'est le fait de rendre le nom privé. Le fait de le mettre privé va empêcher le monde extérieur de le visualiser et de l'utiliser. Ici, on a des erreurs maintenant. Le nom, le prénom et l'âge, je ne peux pas y accéder. Ils sont privés. C'est comme si je vais dans une bibliothèque publique et je n'ai pas accès au rayon des livres. Donc, c'est que l'employé de la bibliothèque publique qui a le droit d'accéder aux rayons qui contiennent des livres. Et si j'ai besoin d'emprunter un livre, je vais lui dire « Donne-moi s'il te plaît tel livre ». Et c'est lui qui va aller le chercher et qui va me le donner. Mais il ne va pas me le donner automatiquement. Il va vérifier par exemple combien de livres j'ai déjà emprunté. Si les règles internes de la bibliothèque publique disent qu'un adhérent ne peut pas avoir plus que 3 livres à la fois, il va vérifier, il va me dire
désolé, je ne peux pas vous donner le livre que vous souhaitez parce que vous avez déjà emprunté 3 livres. Il faut rendre les livres que vous avez déjà pour que je puisse... Donc l'accès aux livres dans une bibliothèque publique est régi par un certain nombre de règles. De même, on peut développer dans notre classe l'accès aux champs avec des règles. Si je les garde ici publics, n'importe qui va pouvoir y accéder. C'est pour ça qu'on va ajouter des méthodes set et des méthodes get qui vont gérer l'accès à ces propriétés. Donc, puisqu'ils seront déclarés ici, à ce niveau-là, ils auront le droit d'accéder au nom, au prénom, au âge. Pourquoi? Parce qu'ils font partie de la même classe, même s'ils sont privés. Et ces méthodes que je vais développer par la suite, maintenant, ils seront publics, ce qui fait qu'ils seront accessibles de l'extérieur. Les règles de la programmation en programmation orientée objet nous disent que il est préférable, on n'est pas obligé, il est préférable de précéder les propriétés qui sont privées par un tiret bas. Donc les programmeurs, dès qu'ils vont voir ça, ils sachent que ce n'est pas accessible de l'extérieur. Public, string, non, c'est un accesseur qui va me permettre de gérer le nom. Donc il s'appelle non, c'est pratiquement la même chose. Pour les faire différencier, ceux qui ne sont pas exposés, ceux qui ne sont pas utilisés de l'extérieur, ils sont précédés par un tiret bas. Et là, je vais utiliser un setter, excusez-moi, et je vais utiliser un getter. Donc, le rôle de set, c'est quoi? C'est de donner une valeur. Donc, il faut commencer par get, je pense, et set. Voilà. Donc, sur le getter, je vais faire retourne non. Et sur set, je vais faire non égale la valeur. Donc, maintenant, le champ non est géré par la propriété non. Le champ non est privé, ce qui fait qu'il n'est pas visible de l'extérieur. La propriété non, elle est publique, alors elle est accessible de l'extérieur. La propriété non contient un get qui va retourner la valeur du nom et il contient un set qui va affecter une valeur à non. Et bien sûr, je peux ajouter ici condition d'accès avec des if. On va les voir par la suite, c'est pas maintenant. Et même ici, je vais faire des conditions avant de faire l'affectation. Donc, je ne vais pas tout simplement affecter automatiquement. Je vais voir est-ce que l'utilisateur a le droit d'écrire cette valeur. Par exemple, si le nom doit au minimum avoir 5 caractères, il ne peut pas avoir 4 caractères, je vais faire la condition ici. Et je vais générer une exception dans le cas échéant. Donc, dans mon programme maintenant, avec le nom, ça fonctionne. Vous voyez bien? J'ai pu affecter Kamel ou non. En fait, je ne l'ai pas affecté directement au champ, je l'ai affecté à la propriété, et c'est la propriété, non, qui s'est chargée de prendre la valeur et de la mettre à l'intérieur du nom. Et quand je vais lui demander d'écrire le nom, c'est comme si j'ai appelé le get. Il va récupérer la valeur du nom. Je vais enlever ces deux propriétés-là et on va le tester. Voilà, il m'a donné Kamel. Ok? Donc ce sont les setters et les getters. Et bien évidemment, si je veux faire le reste, je n'ai qu'à faire copier-coller. Donc le prénom et les strings, et l'âge. L'âge, il est entier. Donc maintenant, dans mon programme, je peux faire C1.prénom égale
Mohamed et C1.h égale 23. Et bien sûr, je peux maintenant exploiter mon objet C1 pour afficher le prénom et l'âge. Donc Kamel Mohamed 22 et il a fait la salutation en français. Donc nous avons vu dans cette démonstration comment déclarer une classe, comment instancier la classe. Nous avons vu comment créer une méthode void. Nous avons vu comment créer une méthode qui retourne une string. Nous avons vu une méthode avec des arguments. Nous avons vu les champs privés et nous avons vu les accesseurs.